Les reins jouent le rôle de filtre. Ils mettent de côté les déchets de l'organisme et les évacuent par l'urine. Ils sont également le siège de cancer. En 2018, on détecte plus de 15 000 nouveaux cas de cancer du rein, majoritairement chez les hommes. Pour en discuter, je reçois le docteur Ronan Flippo. Il est oncologue médical et spécialiste du cancer du rein à Gustave-Roussy. Bonjour docteur Ronan Flippo. Bonjour Céline. Quels sont les principaux types de cancer du rein ? Le cancer du rein est un cancer du rein où il y a grosso modo un type principal. Alors, on l'appelle communément le cancer à cellules claires du rein. Il existe d'autres cancers plus rares qui représentent à peu près 20 à 25% du reste des cancers du rein. Donc c'est vrai que dans ce que je vais vous dire aujourd'hui, on va beaucoup se concentrer sur le cancer à cellules claires, puisque les autres 25% représentent des cancers relativement rares. C'est pas une autre entité, c'est des dizaines d'autres petites entités qui viennent de différentes parties du rein et qui peuvent avoir des facteurs de risque un petit peu différents. Et puis des histoires également et une sensibilité au traitement un petit peu différente. Et ça relève vraiment de discussions au cas par cas. Et donc en ce qui concerne le cancer à cellules claires du rein, en fait, celui-ci émerge de l'unité fonctionnelle du rein. En fait, il faut savoir que le rein, comme organe, c'est un gros filtre. Et il y a de multiples petites unités qui s'appellent les glomérules, où vont passer des vaisseaux sanguins, et où certains produits dérivés vont être filtrés pour aller constituer l'urine. Et donc ce cancer vient du glomérule et puis du début du circuit de filtration de l'urine qui s'appelle le tubule. Dans de très rares cas, on peut avoir des tumeurs du rein qui ne sont pas des tumeurs qui émergent du rein et qui sont ce qu'on appelle des métastases, c'est-à-dire que ce sont des lésions certes tumorales, mais qui viennent d'une tumeur émergeant d'un autre organe. Et donc là, on n'est pas du tout dans la même situation. Ce n'est pas un cancer du rein, mais c'est bien un cancer d'un autre organe qui a donné des lésions rénales et donc qui, dans ce cas, va être pris en charge comme le cancer de l'organe d'origine. Comment un cancer du rein est-il détecté ? Alors le cancer du rein, c'est assez particulier parce que la plupart du temps, il est détecté de manière tout à fait fortuite. Pourquoi ? Parce que c'est un organe profond, où il n'y a pas forcément beaucoup de récepteurs nerveux ou autres. Et donc bien souvent, on va avoir un tout autre symptôme et probablement absolument pas lié au cancer du rein. Et finalement, on va faire une échographie, par exemple, abdominale, ou on va faire un scanner. Et puis, on va tomber un petit peu par hasard sur une anomalie au niveau du rein. Et ça, finalement, c'est le mode de révélation le plus fréquent. Alors, avant qu'on ait la médecine moderne où on fait des examens complémentaires pour beaucoup de choses, eh bien, souvent, on pouvait avoir, lorsque la maladie était volumineuse, on peut avoir une douleur, ou on peut avoir du sang dans les urines, ce qu'on va appeler une hématurie. Et puis, de temps en temps, à l'examen chez le médecin traitant, à la palpation abdominale, on peut sentir une masse dès lors que la maladie est assez importante pour être palpable. Mais encore une fois, tous ces symptômes, la douleur, l'hématurie, une masse à la palpation, tout ça sont les critères de révélation, je dirais, un petit peu historiques, décrits historiquement. Mais aujourd'hui, c'est bien une découverte fortuite au cours d'un autre examen qui révèle le plus souvent un cancer du rein. Dans certains cas, et il s'agit réellement pas de la majorité des cas, mais vraiment d'une grande minorité, la maladie peut être découverte à l'occasion de symptômes qui révéleraient non pas la masse rénale, mais peut-être une de ces métastases. Donc là, je vous citerai un exemple de, par exemple, une lésion osseuse qui provoquait une douleur osseuse que l'on va explorer, et on pourrait découvrir, par exemple, une métastase de cancer du rein. Alors, là encore, toute douleur osseuse n'est pas une métastase de cancer, c'est important de le dire, mais voilà, si on parle des modes de révélation, dans de rares situations, on peut avoir la manifestation clinique d'une lésion métastatique, c'est-à-dire une lésion dans un autre organe, mais qui provient bien du cancer du rein. Et est-ce que du coup, un cancer du rein, il va empêcher le rein de fonctionner normalement ? Alors bien souvent, non. Pour faire la réponse courte, la réponse plus longue, c'est que, étant donné que nous avons deux reins et que la plupart du temps, le deuxième rein permet de compenser au moins en partie la baisse d'activité de l'autre rein, en général, il n'y a pas de conséquences majeures sur la vie quotidienne et sur le fonctionnement du système de filtration rénale dans son ensemble. Alors, je vais apporter une petite nuance. Il peut y avoir des différences sur les éléments de laboratoire, si vous voulez, sur les dosages de créatininémie,
de ce qu'on appelle la filtration glomérulaire. Je vous ai parlé du glomérule, la filtration glomérulaire, c'est la capacité de filtration rénale. Il peut y avoir des différences, mais bien souvent, cela n'impacte pas la vie quotidienne, cela n'impacte pas les symptômes au quotidien. Par contre, ça peut quelquefois nécessiter que le médecin fasse des adaptations thérapeutiques pour que les médicaments qu'il donne soient bien éliminés et n'aient pas de risque de surdosage, mais ça, c'est le travail médical par derrière. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les différentes prises en charge du cancer du rein et qui me prend en charge si j'ai un cancer du rein? Alors, c'est une très longue question, je pense qu'on pourrait y passer 2 heures, mais je vais séparer en deux la question. On va parler du stade localisé où on découvre, peut-être fortuitement, une lésion au niveau du rein et une lésion qui semble isolée. À ce moment-là, on va se dire, la lésion semble isolée, on va s'en assurer, on va faire un scanner corps entier. On va vérifier que d'autres organes ne soient pas porteurs de lésions qui pourraient être des lésions métastatiques. Dès lors qu'on se trouve dans une pathologie où on ne voit aucune lésion métastatique, le standard de traitement, comme on l'appelle, le standard thérapeutique, c'est la chirurgie. On opère le rein malade. En fonction de la taille de la maladie et de sa localisation, on peut opter pour une résection, comme on l'appelle, partielle ou totale du rein. Partielle si la maladie est petite et que l'on peut conserver une partie du rein, ce qui diminue d'autant le risque d'avoir une baisse de la fonction rénale, comme on en a discuté tout à l'heure. Après la chirurgie, en 2022, en France, pour le moment, il n'y a pas de traitement complémentaire. Dans d'autres types tumoraux, on se pose beaucoup la question de radiothérapie complémentaire, de chimiothérapie. Il faut savoir que dans le cancer du rein, au stade localisé, aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça. Aujourd'hui, certains traitements complémentaires sont à l'étude, et notamment des traitements de type immunothérapie. On en parlera tout à l'heure, donc je vous expliquerai ce que c'est. Et ces traitements-là sont encore à l'étude et ne sont pas encore remboursés. Il reste encore à voir s'ils apportent un réel bénéfice sur le risque de rechute et ce qu'on appelle finalement la durée de vie, la survie au long cours. Ça, c'est pour le stade localisé. Donc en résumé, stade localisé, une chirurgie, partielle ou totale en fonction, et puis aujourd'hui pas de traitement complémentaire, mais bien sûr une surveillance avec des scanners réguliers pendant plusieurs années. La situation, elle est tout autre au stade que l'on appelle métastatique, parce que bien souvent au stade métastatique, on a d'autres lésions qui ne sont pas seulement donc, dans le rein, qui atteignent d'autres organes. Et bien souvent dans ces situations-là, il n'est pas possible d'enlever chirurgicalement l'ensemble de ces lésions. On va devoir avoir recours à un traitement global, c'est-à-dire ne pas se focaliser sur une lésion puis l'autre, mais avoir un traitement qu'on appelle systémique. Et donc, ce traitement systémique, aujourd'hui, repose sur 2 grands types de produits, l'immunothérapie et ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Je vous explique en quelques mots le principe. L'immunothérapie est un stimulant du système immunitaire. Et le but du jeu, c'est que on arrive à stimuler assez le système immunitaire pour qu'il puisse s'attaquer directement aux cellules tumorales, qu'il puisse s'activer contre les cellules tumorales. Les immunothérapies sont par voie intraveineuse. Et en ce qui concerne les thérapies ciblées, deuxième type de médicament, il s'agit cette fois-ci de thérapies par voie orale, qui, elles, vont viser à bloquer la circulation sanguine qui irrigue les différentes lésions tumorales, pour, entre guillemets, asphyxier ces différentes lésions et pour pouvoir faire en sorte que les cellules tumorales meurent à ce niveau. Donc je vous ai dit qu'il y avait ces 2 grands traitements et ce sont les traitements qu'on va donner aujourd'hui en combinaison. On a 2 grands types d'attitudes. Soit on donne 2 immunothérapies ensemble en combinaison, soit on va donner une immunothérapie en association avec une thérapie ciblée. Ces associations sont récentes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le remboursement date de 2020 dans le cancer du rein en France, et à ce jour, il y a beaucoup d'essais thérapeutiques, et il est probable que le paysage des traitements, ou en tout cas nos attitudes en termes de stratégie thérapeutique, puissent évoluer dans les années qui viennent. Et quelles sont les toxicités induites par ces traitements ? Alors, ces traitements ont des toxicités qui sont assez différentes.
Alors là encore, je me permets de faire un parallèle parce que c'est la première chose qui vient à l'esprit des patients. On n'est pas sur des traitements de chimiothérapie, donc c'est vrai que ce sont des traitements qui, de manière générale, ne font pas perdre les cheveux, ne font pas baisser les globules, ne donnent pas de nausées ou de vomissements, par exemple. Alors, bien sûr, on a fait beaucoup de progrès pour les chimiothérapies, et celles-ci, il y a beaucoup moins de nausées et de vomissements, mais en tout cas, la plupart des toxicités communes aux chimiothérapies ne sont pas présentes avec ces traitements-là. Au contraire, on a d'autres types d'effets secondaires. Avec l'immunothérapie, le risque d'effet secondaire est un risque d'activation trop importante du système immunitaire. C'est-à-dire qu'il va se créer une inflammation dans le corps anormale, alors même qu'il n'y a pas d'infection. Par exemple, si ça se produit au niveau du poumon, c'est une pneumonie, même s'il n'y a pas de bactéries. En ce qui concerne le tube digestif, on peut avoir des diarrhées suite à une colite, même si, là encore, il n'y a pas de germes associés. Alors, tout cela est relativement peu fréquent, hein. Moins de la moitié des personnes qui sont traitées par immunothérapie ont ce genre d'effets secondaires, mais ce sont des choses à surveiller de près et que les médecins savent surveiller de près parce qu'on sait que pour à peu près un patient sur 5, ça peut être plus sévère et ça peut nécessiter des traitements visant à faire baisser l'immunité qu'on appelle les corticoïdes. Ça reste des traitements par contre au quotidien qui sont très bien tolérés, c'est-à-dire que la plupart du temps, les gens vivent le plus normalement du monde en dehors de ces injections qui sont toutes les 2, 4, 6 semaines en fonction du médicament utilisé. En ce qui concerne les thérapies ciblées, on est sur un autre registre. On est sur des traitements au quotidien par voie orale. Et ces traitements, ils occasionnent des tracas du quotidien, en fait, le plus souvent. C'est-à-dire qu'on peut être dérangé sur le point de vue digestif, donc on peut avoir quelquefois des diarrhées. On peut avoir ce qu'on appelle un syndrome main-pied. Alors, grosso modo, c'est des gerçures ou un peu de cornes qui se forment sur les mains et les pieds. En général, c'est parfaitement gérable. Quelquefois, ça peut être handicapant et ça peut être un motif d'ajustement en termes de dose. Puis comme c'est un traitement qu'on donne par comprimé au quotidien, on peut d'un jour à l'autre se dire qu'on baisse la dose ou qu'on ajuste le schéma. Ça, c'est pour ce qui est visible. On peut aussi avoir quelques aftes. Pareil, on peut adapter le traitement ou donner des bains de bouche adéquats pour faire cicatriser. Et puis dans les effets secondaires qui sont beaucoup plus rares avec ces thérapies ciblées et qu'on ne ressent pas forcément en tant que patient, c'est qu'on peut notamment avoir une augmentation de la tension artérielle. Donc ça, c'est un point qui est à surveiller au niveau médical. Et puis, on peut avoir des troubles notamment de cicatrisation, des choses comme ça, ou avoir la tendance à saigner plus facilement ou au contraire, faire des caillots un peu plus facilement. Là encore, c'est assez rare, toutes ces complications. Bien souvent, ça ne se ressent pas. Mais c'est à prendre en compte d'un point de vue médical. Et en ce qui concerne la question de la cicatrisation, nous, c'est des choses que l'on appréhende de manière spécifique quand, par exemple, on se prépare à faire une chirurgie pour X raisons. Vous avez publié dans plusieurs revues scientifiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'évolution de la recherche dans le cancer du rein ? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des combinaisons qui sont basées à partir d'immunothérapie. Et ces combinaisons, je vous ai dit qu'elles étaient récentes, hein, c'était 2020. Et alors déjà, en termes d'avancée, c'est un pas en avant très important. Pourquoi ? Parce que l'ancien modèle de traitement généraux se basait simplement sur les thérapies ciblées, hein, pas d'immunothérapie. Et en termes de diminution franche des lésions au stade métastatique, eh bien, environ 30% des patients avaient une diminution importante des lésions. Et au bout d'un certain temps, souvent plusieurs mois ou plusieurs années, malheureusement, la maladie pouvait réévoluer. Aujourd'hui, avec les immunothérapies, on a une amélioration de tous ces paramètres. C'est-à-dire que la diminution franche de l'ensemble des lésions arrive dans 60 à 70% des cas. Donc, on a quasiment un doublement de ce qu'on appelle, nous, le taux de réponse. Ça, c'est un premier élément. Et puis, on a aussi une très longue une amélioration très importante de la durée de traitement, c'est-à-dire que le traitement est efficace plus longtemps. Et souvent, il est efficace plusieurs années dès lors qu'on l'introduit en combinaison. Ce traitement est donc efficace plusieurs années, mais la nouveauté avec ces combinaisons d'immunothérapie, au lieu de répondre mieux et de répondre plus longtemps, c'est que plus de 10% des patients vont avoir une réponse complète de la maladie. Ça veut dire une disparition de l'ensemble des lésions. Même au stade métastatique, et on sait que ces patients-là, avec le recul maintenant de plusieurs années que l'on a dans les essais thérapeutiques, eh bien, la plupart ne vont pas forcément avoir une progression de la maladie
en tout cas avec le recul que l'on a aujourd'hui. Donc là, c'est une vraie avancée, c'est un vrai espoir. Ça, c'est pour les avancées de ces dernières années. Aujourd'hui, au stade métastatique, on essaye de mieux adapter le traitement aux patients. Et c'est toute la recherche qui est menée actuellement, parce qu'aujourd'hui, c'est one size fits all. Et derrière, l'idée, c'est vraiment de savoir quels sont les patients qui auraient besoin plutôt de la double combinaison d'immunothérapie, plutôt de la combinaison de thérapie ciblée et d'immunothérapie. Peut-être que certains n'ont besoin que d'un des deux au stade métastatique, et peut-être que certains ont besoin d'encore plus, et donc il y a des stratégies avec 3 médicaments en même temps qui sont actuellement évalués. Et puis bien sûr, dans tout ça, on regarde justement les caractéristiques des patients sur des biopsies, sur des prises de sang, pour savoir s'il y a des paramètres liés par exemple au système immunitaire qui pourraient faire en sorte que le patient soit plus sensible aux immunothérapies et réponde mieux. Ça, c'est pour le stade métastatique. Et au stade localisé, je vous avais dit aujourd'hui qu'on opère et qu'on surveille. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'essais thérapeutiques qui suscitent l'espoir d'un plus grand taux de guérison, notamment avec des immunothérapies, qu'on puisse donner avant ou après la chirurgie, là encore pour essayer de limiter au maximum le risque de rechute. Merci, Dr Philippot. Merci.